Dans cet échange, Bernard de Montréal explique que l'origine de la parole créative réside dans les mécanismes de la conscience humaine. Cependant, tant que l'homme n'est pas suffisamment conscientisé, il ne peut pas maintenir constamment son psychisme ouvert à cette énergie créative, car cela troublerait sa mémoire. La parole créative est dynamique et ne peut pas accepter le statu quo, ce qui peut perturber la stabilité d'une civilisation. Cependant, chez l'homme nouveau, l'ouverture des centres permettra à cette énergie de se manifester plus constamment, créant ainsi une nouvelle civilisation basée sur la conscience créative. L'ouverture des centres se fait progressivement, lorsque l'homme est suffisamment évolué et stable mentalement et émotionnellement. Personne ne décide quand l'homme est prêt, cela dépend de son évolution intérieure. L'évolution de la structure psychique d'une personne, qui est influencée par son expérience passée, la rendra prête à accueillir l'énergie émotionnelle. Il n'y a pas de censure dans ce processus, mais une connexion énergétique qui n'est pas une décision consciente. Parfois, on a tendance à personnaliser cette énergie et à croire qu'à un certain stade d'évolution, l'individu est prêt à la recevoir. Cependant, cela est une illusion causée par notre mental primitif. L'ouverture des centres énergétiques ne peut pas être provoquée par la volonté ou une technique spécifique, mais se produit lorsque les conditions sont réunies et que l'individu est réceptif à cette énergie. Certaines personnes ont un niveau de conscience plus développé que d'autres et seront les premières à vivre cette nouvelle vibration. Celui qui cherche à accélérer l'ouverture des centres agit sous l'influence de cette énergie, mais peut être trop influencé par son ego, ce qui limite sa capacité à l'utiliser de manière créative. C'est un processus de passage de la conscience matérielle à la conscience spirituelle, puis à une conscience pure, qui ne vient que lorsque l'individu est prêt. La fusion entre cette énergie et l'ego est un moment clé de ce processus, mais la fusion n'est pas la fin en soi. Il y a une relation entre la fusion et la parole, mais son fonctionnement précis n'est pas précisé dans le texte. Dans cet extrait, l'auteur explique que la fusion entre l'énergie et l'ego est le premier contact qui doit être perfectionné pour aboutir à l'intégration. Tant que l'homme ne sait pas utiliser cette énergie de manière impersonnelle, il souffre car il est possédé par elle. Lors de sa propre expérience de fusion, l'auteur a hérité de la parole créative mais ne pouvait pas l'utiliser à sa guise. Il a fallu qu'il développe la volonté nécessaire pour s'affranchir de cette énergie puissante et la vivre comme il le souhaite. Cette intégration marque le moment où la volonté et l'intelligence lucide sont pleinement développées, permettant à l'homme de voir le mensonge cosmique qui le protège et de faire passer cette énergie à travers lui de manière transformatrice. L'auteur souligne que son expérience ne sert pas de modèle, mais qu'il était nécessaire que la conscience supramentale descende sur le plan matériel en 1969, afin de canaliser cette énergie. Sinon, l'homme serait toujours prisonnier de cette énergie et souffrirait de la fusion, alors que l'objectif est d'intégrer cette énergie. La fonction de l'auteur dans sa relation avec cette énergie est de la canaliser malgré son ego, pour pouvoir l'utiliser depuis le plan humain plutôt que depuis le plan cosmique. Pour atteindre l'intégration, il fallait équilibrer le bas et le haut, permettant ainsi à l'ego de créer au lieu de souffrir, et d'utiliser pleinement cette énergie. L'auteur souligne qu'il n'est plus un initié mais un homme libre, ayant vécu 15 ans d'expérience dans cet état. Dans cette interview, le narrateur parle de son expérience initiatique et de la conscientisation avancée qu'il a vécue. Il explique que cette énergie lui a causé beaucoup de souffrance, mais qu'il a dû l'intégrer en réunissant toutes ses facultés mentales, volontaires et intelligentes. Sinon, cette énergie aurait continué à le transformer et aurait finalement conduit à sa mort. Il compare cette énergie à une rivière qui doit être arrêtée par la volonté et la lucidité de l'homme, afin de la rendre créative plutôt que destructrice. Il souligne l'importance de comprendre les lois de l'énergie pour en bénéficier progressivement. Il aborde ensuite le lien entre l'homme libre, le karma et la parole. Il explique que la parole consciente permet à l'homme de donner de la valeur à ce qu'il sait et de rendre l'énergie libre dans le mental. Cela conduit finalement à la liberté de l'esprit, car la mémoire et l'émotion ne peuvent plus influencer le mental. Cependant, l'énergie peut toujours créer un lien avec l'homme et il doit devenir libre de cette énergie ainsi que de la mémoire pour atteindre une conscience absolue et une nouvelle conscience de lui-même. En ce qui concerne le choix dans la vie, le narrateur affirme que l'homme n'en a pas réellement, et que la question du choix est plutôt une illusion. Selon l'auteur, l'homme vient dans la vie suite à une décision prise avant la vie sur d'autres plans. Cependant, il perd la mémoire de cette décision et a l'impression d'être projeté dans la vie contre sa volonté. Lorsqu'il est inconscient, il subit son plan de vie de manière ignorante et souffre de l'existence
Mais lorsqu'il se conscientise et comprend les lois de la vie, il parvient à faire éclater le vase de la mémoire et ne vit plus que de l'énergie de son esprit. La mémoire voit l'application du plan karmique sur le plan matériel, et tout ce que l'homme vit est astralisé. La puissance de l'âme est en fonction des expériences de l'homme, mais un jour l'homme ne doit plus vivre en fonction de l'expérience de l'âme. L'esprit peut prendre le contrôle pendant l'évolution et détruire l'âme. Dans la nouvelle évolution, l'âme est détruite et remplacée par l'imprégnation directe de l'énergie dans la conscience humaine évoluée. L'homme nouveau échappe ainsi à la programmation karmique et devient libre du karma. Il n'a pas de pensée, mais crée et vit de la parole. La pensée n'est que l'effet de la lumière à travers le plan mental. Lorsqu'une personne évolue suffisamment pour ne plus colorer l'énergie à travers le plan mental, elle peut vivre sa pensée de manière objective et l'évaluer à partir du plan matériel plutôt que de la subir sur le plan psychologique. À ce stade, elle crée son propre plan de vie, comprend sa destinée et peut même voir dans l'avenir. Cela lui permet de sortir de l'existence et d'entrer dans la vie. En ce qui concerne la parole, elle possède des étapes et des expressions propres à chaque étape. Elle est constamment en évolution et ne peut être enfermée dans le temps. La parole a la capacité de s'instruire par elle-même et de se transformer. Elle est une énergie créative infinie, et c'est ce qui lui confère son pouvoir. Celui qui porte la parole est libre et a la capacité d'instruire l'homme en lui faisant reconnaître l'inviolabilité de la parole et la volatilité de la mémoire. La parole ne tient pas à l'ego de l'homme, elle vient vers lui et est créée par lui. Celui qui crée la parole n'a pas besoin de se souvenir de ce qu'il a dit, il a simplement la capacité de la transmettre. C'est pourquoi l'homme qui a la parole demain ne manifeste pas d'orgueil, mais plutôt une sorte de vide plein qui se remplit constamment. Le blocage de l'expression verbale peut être causé par des influences astrales ou par l'estime de soi qui dévalorise ce que l'on a à dire. Il faut apprendre à parler sans donner de valeur à ce que l'on dit, simplement en se donnant la chance de s'exprimer. Cependant, les relations entre les égos ne permettent pas toujours une écoute neutre, ce qui crée des embouteillages de communication. La crainte de mesurer la responsabilité de sa parole est basée sur la peur de rompre avec la tradition, la peur du jugement de la collectivité. Il est donc important de développer une capacité individuelle à organiser l'énergie dans la parole. La fonction de notre mental est d'organiser nos pensées en fonction de nos émotions. Cependant, nous avons tendance à mélanger une dose d'esprit et une dose de mémoire dans notre discours, alors qu'il faudrait éliminer complètement la mémoire. Cela fait partie de l'évolution de l'homme, de la fusion et de l'intégration. Lorsque nous aurons vécu ces aspects, la parole deviendra plus facile et limpide. La parole créative de l'homme nouveau ne pourra pas être refusée car elle apportera de nouvelles lumières et compréhension. Cependant, cette parole peut être colorée et autoritaire, ce qui la rend moins intelligente. Il faut se méfier de l'autorité car elle enlève notre individualité. Lorsque nous parlons en puissance, nous sommes écoutés par ceux qui comprennent cette réalité. Le plus grand danger dans l'utilisation de la parole créative est de développer l'impression de l'autorité et d'avoir toujours raison. Il faut respecter le fait que les autres ne peuvent pas toujours comprendre ce que nous disons immédiatement. Il faut comprendre parfaitement sa propre parole pour pouvoir se donner raison. Dans cette conversation, Bernard de Montréal explique que la parole créative est absolue mais pas absolue dans le sens où elle exprime l'événementiel de manière infaillible. La parole sert à transmuter l'énergie des principes de l'homme. Elle donne l'exemple d'un pronostic de course de chevaux où sa parole peut se révéler juste ou non, mais cela dépend de l'évolution de la conscience et de l'autonomie de la personne qui écoute. Il insiste sur le fait que la parole ne doit pas être utilisée par l'ego, mais à travers lui, et qu'elle a toujours raison. Il rejette le concept de la providence, le considérant comme une forme d'asservissement et d'involution de l'homme. Il soutient plutôt que l'homme devrait avoir le pouvoir de fournir ce dont il a besoin sans attendre l'aide de forces extérieures. Enfin, il mentionne que le doute constant et l'incertitude font également partie de cette influence négative. Il est possible de se libérer de l'influence de ces mécanismes, mais cela nécessite un certain niveau de développement personnel. Un individu doit être suffisamment évolué pour comprendre et maîtriser les mécanismes occultes du cosmos invisible. Il doit également être prêt à explorer la science de l'homme, de l'esprit et de l'âme, ainsi que les aspects du monde de la mort. La miséricorde est une faculté qui fait partie de la sagesse de l'homme. Pour être miséricordieux envers un autre être humain, il faut être évolué et avoir une grande âme, résultat d'expériences passées qui ont apporté beaucoup de lumière à l'âme. Cependant,
Si cette lumière est affaiblie, l'homme ne sera pas capable d'être miséricordieux. La miséricorde absolue nécessite une fusion totale de l'individu, sans aucune forme d'ego. Dans un contexte relationnel, il est difficile d'appliquer la miséricorde car cela peut rendre les autres malheureux. De plus, être trop miséricordieux peut conduire à l'exploitation et à la souffrance de l'individu. Tous les mots comportent des pièges car ils sont utilisés en fonction de la mémoire et de la valeur que l'on accorde à ces mots. Pour éviter les embourbements, il faut être capable d'utiliser les mots de manière créative, sans se laisser piéger par leur signification. Dans cet échange, Bernard de Montréal souligne l'importance d'utiliser les mots de manière objective et non colorée par la spiritualité ou la mémoire. Il explique qu'il se détache de la signification des mots et explore plutôt l'intelligence derrière leur utilisation. Il souligne que cela s'applique aussi bien aux paroles d'une personne que dans un livre. Lorsqu'il est question de qualifier quelqu'un comme un élu, Bernard de Montréal insiste sur son indépendance et sa liberté de jugement. Il refuse de se laisser influencer par des mots chargés de spiritualité ou de croyances personnelles. Il examine plutôt le sens dans le contexte d'une nouvelle évolution. Quant à la possibilité d'être lui-même considéré comme un élu, Bernard de Montréal rejette cette idée en affirmant qu'il a abandonné la mémoire et le sentiment spirituel par le biais de la souffrance. Il refuse toute tentative de domination ou de coloration de son être. Il se définit principalement par sa créativité et son engagement à être un être libre et créatif. Le discours de la personne met en avant sa conscience et sa quête d'équilibre énergétique, affirmant qu'elle n'a pas besoin d'être rassurée dans son évolution. Elle explique avoir lutté contre les illusions et veut vivre de l'énergie sans qu'elle soit influencée par la mémoire, les sentiments, l'occultisme ou les plans spirituels. Elle reconnaît toutefois qu'elle doit s'adapter au niveau de compréhension des autres et utiliser un langage plus mental pour éviter de créer de la souffrance ou de l'anxiété. En donnant une valeur plus mentale aux mots, elle sépare l'individu de sa mémoire et l'amène à vivre dans l'instant présent. Cette nouvelle conscience est décrite comme le pouvoir de l'homme sur la Terre, une qualité supramentale qui balaie les conventions et s'adapte aux besoins et capacités de chaque individu.